Oui, bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons, alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans le droit subjectif. Et donc, ce droit subjectif, la dernière fois, on en avait parlé. On a parlé que ces droits subjectifs, on est beaucoup plus dans les êtres juridiques, ça veut dire les sujets de droit. Et la dernière fois, je vous ai parlé que ces sujets de droit ont des attributions, ont des obligations juridiques, ils ont une personnalité juridique, une capacité physique, donc qui se résume à une capacité de jouissance et d'exercice. Le sujet de droit, en tant que sujet de droit, les sujets de droit, ils ont une personnalité qui prend naissance au début du commencement de cette personnalité juridique et se termine par le décès. Et je vous ai parlé également de ces exceptions au décès, de la situation des personnes disparues et de la situation des personnes qui sont absentes. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur les sujets, sur les personnes physiques. Euh, donc, ces personnes physiques, donc, ils ont vraiment des droits subjectifs. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir que ces personnes, ces personnes physiques, à côté de ces personnes physiques, est ce qu'on appelle les personnes morales. Vous savez que la première année à votre niveau, on est obligé de toucher un peu à toutes les disciplines parce que par la suite, vous allez avoir une explication beaucoup plus large et des cours précis concernant, par exemple, les personnes morales, ça veut dire le droit des sociétés. Mais en première année déjà, nous allons faire connaissance et démystifier qu'est-ce qu'une personne morale par rapport à une personne physique. Eh bien, tout comme les personnes physiques, les personnes morales également, ils ont des droits qu'on appelle des droits subjectifs. Eh bien, la personne morale, elle peut être créancière, la personne morale, elle peut être débitrice, la personne morale, elle peut avoir un patrimoine, d'accord, tout comme les personnes physiques. Mais pourquoi nous faisons cette distinction entre les personnes morales et les personnes physiques dans ce deuxième point, qui est le droit subjectif? Eh bien, parce que les personnes physiques, comme c'est déjà expliqué, ce sont des êtres qui sont naturellement créés. Ça veut dire que la personnalité juridique chez ces personnes, elle est innée. Nous naissons avec notre personnalité juridique. Alors que dans les personnes morales, cette personnalité juridique, elle est attribuée par le législateur. Ça veut dire que rien ne naît avec une personnalité juridique lorsqu'il s'agit par exemple d'une société, d'une association, d'une fondation. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de personnes morales qui sont là. Quand vous entendez un parti politique, une association, un club, l'État est une personne morale. Vous voyez bien que les sociétés, en général, ce sont des personnes morales. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'utilité sur le terrain du droit de créer ces personnes morales. Pourquoi? Quel est le régime juridique de ces personnes morales? Et quels sont donc, quand on parle des régimes juridiques, quels sont, si vous voulez, les droits et les attributions et les prérogatives que peut avoir une personne morale. Mais d'abord, on fait connaissance, qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? Eh bien, une personne morale, on peut dire que la personne morale, malgré un certain nombre de controverses, attention, qui sont très célèbres, de nature juridique, qui des fois sont là parce qu'il y a des théories qui sont avancées de leur existence juridique, ce qu'on appelle la théorie de la fiction, la théorie de la réalité. Mais ça ne fera pas partie de votre cours. Aujourd'hui, nous allons nous contenter uniquement de faire connaissance avec la notion de la personne morale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? La personne morale, c'est une entité. Ce qu'il faut comprendre, c'est une entité abstraite, évidemment. Elle est formée de plusieurs personnes physiques. Donc, ce sont les personnes physiques qui forment la personne morale, à laquelle, par un effet de droit, on attribue à cette personne morale la personnalité juridique. Donc, c'est cette personnalité juridique qui atteste, si vous voulez, l'authenticité de la personne morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des groupements sans qu'il y ait des personnes morales. Mais ça, c'est un autre problème. On va se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe dans la normalité et non pas dans l'exceptionnalité. L'exceptionnalité, on reviendra
par la suite au fur et à mesure des questions que vous allez me poser. Donc, quand on veut définir qu'est-ce que c'est que la société, par exemple, d'abord, on va faire, on va d'abord, si vous voulez, évacuer qu'est-ce qu'on entend par d'abord les personnes, la diversité de ces personnes morales. La diversité, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes morales et on va essayer de les classer. Donc, il va y avoir une nomenclature, si vous voulez, qu'on va essayer de classer. D'abord, il y a ce qu'on appelle les personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit public, à votre avis, quelle est la première personne morale de droit public? J'attends une réponse. C'est l'État, madame. L'État, les collectivités, les établissements publics, toutes ces personnes où il y a État, il y a ce qu'on appelle une personne morale de droit public. Les personnes morales de droit public sont régies par un droit que nous appelons le droit public. On est bien d'accord, que vous aurez l'occasion de voir par la suite. Ça veut dire que quand il va y avoir un problème dans ces personnes morales, eh bien, quand il va avoir un contentieux, un litige avec ces personnes morales, il est tout à fait normal que ce litige sera tranché, si vous voulez, par un juge qui relève du droit public, qu'on va appeler le juge administratif. D'accord? Donc, tout ce qui se ramène à l'État, ce sont des personnes morales de droit public. Non pas que toutes ces personnalités morales, ces personnes morales relèvent du droit public, vous aurez l'occasion de… Mais il va y avoir aussi une certaine mixte entre le droit privé et le droit public. Mais on s'en tient aujourd'hui, à votre niveau, pour le raisonnement suivant, que les personnes morales, il va y avoir une diversité. Il y a ce qu'on appelle les personnes morales de droit public, il y a ce qu'on appelle les personnes morales de droit privé. Alors, à votre avis, quel serait le style des personnes morales qui relèveraient de droit privé? Les entreprises, non? Les sociétés? Les sociétés civiles et commerciales, les associations, un certain nombre d'associations qui relèvent en principe, encore une fois, sur le terrain juridique du droit privé. Donc, on peut dire qu'il y a deux types de personnes morales. Il y a ce qu'on appelle les personnes morales du droit privé et les personnes morales du droit public. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fondations. Les fondations, eh bien, ce ne sont pas, à la différence des précédents, des groupements de personnes, mais ce sont des supports juridiques. Parce que nous sommes là aujourd'hui dans ce que nous appelons le groupement des personnes. Vous avez des personnes qui relèvent du droit privé, vous avez des personnes qui vont relever du droit public, et vous avez par exemple des fondations telles que la Croix-Rouge, je ne sais pas comment on appelle ça, les fondations religieuses, des habous, tout ça, ce sont des fondations, mais qui ont quand même exactement les groupements d'intérêt économique. Attention, les groupements d'intérêt économique, ce ne sont pas des fondations. Les groupements d'intérêt économique, ce ne sont pas des fondations, ce sont des sociétés, des groupements d'intérêt sur le plan économique qui vont s'associer pour trouver un objectif, un objet précis. D'accord? Mais généralement, dans la diversité de ces personnes morales, on dit qu'il y a les personnes morales du droit privé, les personnes morales du droit public et les fondations qui, eux, comment je vais dire ça? Ça veut dire que vous allez avoir une fondation qui peut être religieuse, les habous, ce sont des personnes qui, par exemple, vont attribuer, c'est des administrateurs qui vont attribuer, par exemple, leur fortune ou leurs biens affectés à une fondation. D'accord? Ce ne sont pas, ils ne rentrent pas dans cette catégorie tranchante entre le droit public et le droit privé. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, avant de parler justement de le régime juridique de tout ce monde-là, nous allons d'abord comprendre pourquoi l'utilité, pourquoi on crée une personne morale. Non, les comités d'entreprise, Fatima, Zaboul, les comités d'entreprise n'ont rien à voir avec notre cours d'aujourd'hui. Les comités d'entreprise, ce sont des comités, comme leur nom, le nom l'indique, et qui sont à l'intérieur des entreprises pour représenter une catégorie de personnes. Ça n'a rien à voir. D'accord? Tout ce qui est comité d'entreprise, ça n'a rien à voir. Les groupements d'intérêt économique, ce ne sont pas des personnes morales. Parce qu'aujourd'hui, nous allons identifier ces personnes morales. Comment reconnaît-on une personne morale?
Parce qu'une fois qu'elle soit reconnue en tant que personne morale, il faut qu'elle ait une personnalité juridique. Regardez combien d'étapes faut-il avoir pour atterrir à asseoir une personnalité juridique. Parce qu'une société, une association, une fois qu'elle aura cette personnalité juridique, elle sera tout simplement reconnue par la loi, tout simplement. Ça veut dire que cette société, elle peut être débitrice, elle peut être créatrice, elle peut intenter des procès, elle a des droits, des obligations, au même titre qu'un sujet de droit de personne physique. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce parallèle constamment entre les personnes physiques et les personnes morales, puisqu'on dit que les personnes morales, nous naissons avec notre personnalité juridique. A contrario, dans les personnes morales, il n'y a pas de société qui va naître avec une personnalité juridique, si ce n'est que c'est le législateur qui lui octroie cette personnalité juridique. Comment? En obéissant à un certain nombre, une condition juridique légale prévue par la loi pour que cette personne puisse acquérir la personnalité juridique et être considérée comme une société, par exemple. Une société qui n'a pas de personnalité juridique est une société qui est occulte. C'est une société qui n'est pas créée de droit, mais de fait. D'accord? C'est une société qui ne peut pas intenter un procès. C'est une société à qui on ne peut pas imposer un certain nombre d'impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une société qui est vraiment cachée. D'accord? C'est comme si je vous dis, le mariage, c'est les sociétés avec personnalité juridique, et le concubinage, qui n'est pas reconnu, évidemment, ce sont les sociétés qui sont créées de fait, qui sont créées exactement, qui n'ont pas de personnalité juridique, puisque les personnes qui travaillent dans cette société, ou les créateurs, les dirigeants, les administrateurs, ne veulent pas créer cette société pour ne pas qu'elle ait cette personnalité juridique. Mais ça, ce sont des exceptions à la règle. En reste, c'est pour ça que je vous ai dit tout à fait au début que cette matière fait l'objet, ce point, il fait l'objet d'un cours pratiquement assez solide, qu'on appelle le droit des sociétés, et non pas le droit commercial, où on comprend comment la société arrive à acquérir cette personnalité juridique. Eh bien, on s'interroge maintenant, avant de rentrer dans ces détails, sur l'utilité de la personne morale, sur la pertinence qu'il y ait à créer une personne morale. Pourquoi on recourt à la technique de la personnalité morale? Eh bien, dans un premier temps, en matière de droit de société, il faut dire que la personnalité morale simplifie les rapports juridiques. Elle simplifie les... Imaginez que, par exemple, un instant que vous voulez acquérir ou acheter une voiture. La personne qui doit acheter une voiture, il faut qu'elle contracte, qu'elle fasse un acte d'achat avec tous les actionnaires qui seront dans une société. Tous les actionnaires qui vont détenir une part de cette société, je suis obligé de les contacter pour pouvoir acheter ma voiture. Est-ce que vous vous imaginez le nombre d'actionnaires qui risquent d'avoir dans une société si cette société n'avait pas de personnalité morale? D'accord? Que cette personne, pour acheter une voiture de cette société, eh bien, il faut que je touche tous les actionnaires de cette société. Ou si c'est une SARL, par exemple, il faut que je touche tous les associés de cette SARL, d'accord? Et ils sont 50 des fois, maximum, anonymes. Ils sont anonymement, et donc du coup, je vais avoir un gros problème pour les toucher, pour justement acquérir ma voiture. Donc, on dit que la pertinence et l'utilité de la personne morale, c'est une simplification des rapports juridiques. Donc, c'est grâce à cette étiquette, à cette personnalité morale, que là, je n'achète pas de chez Monsieur X ou la Y, j'achète de chez la société. Pourquoi cette société? Eh bien, cette société, parce que justement, elle a la personnalité morale. Et donc, à la tête de cette société, il va y avoir évidemment une personne qui va représenter cette société, ou deux personnes. C'est avec ces personnes que je vais contracter au nom de la société pour acheter ma voiture. Il faut comprendre que la société, ce qu'elle veut, le statut de la société avant, mais alors avant de créer cette société, le législateur, il a imposé un certain nombre de conditions. La création
d'une société ne relève pas d'une alchimie, elle ne relève pas de quelque chose que vous allez travailler. Il va y avoir un projet de société, c'est ce qu'on appelle les statuts. Dans ces statuts, nous allons fixer un certain nombre de conditions juridiques. Ces conditions juridiques qui vont se retrouver, et nous aurons l'occasion de les étudier dans le deuxième semestre, qui se retrouvent dans tout contrat. Ça veut dire il faut que je sois capable, regardez, nous retombons dans le sujet de droit, il faut que les personnes qui vont créer cette société aient la capacité juridique. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une capacité de jouissance et d'exercice pour signer les statuts de cette société. Et une fois que les statuts signés, il faut que je précise dans cette société quel est l'objet de la société, qu'est-ce que je vais faire dans cette société, quelle est l'activité que je vais exercer dans cette société. Eh bien, le législateur, il vous dit, attention, cette activité, il faut qu'elle soit quand même légale, il faut qu'elle soit licite, il ne faut pas qu'elle soit interdite par la loi. Vous n'allez pas me créer une société dans l'activité, elle est par exemple, je ne sais pas moi, la commercialisation de la drogue, ou la prostitution, ou la vente des armes, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, il faut absolument que l'objet de cette société, il faut qu'il soit légal, d'accord? Eh bien, une fois que cet objet soit égal, il faut que je sache qui doit créer cette société, ce qu'on appelle les actionnaires ou les associés. Ils vont ramener des apports. Les apports, ça veut dire que chacun va ramener un chouïa de sa part pour pouvoir créer ce patrimoine. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Je vous entends pas. c'est clair, madame. Ok. Alors, cette société, une fois qu'elle va être créée, il faut que je sache, Anna, si j'ai avec moi un associé, Ibrahim, Ali et Mehdi, il faut que je sache, Ali, Ibrahim et Ali, qu'est-ce qu'ils vont me ramener dans cette société. Ils ne vont pas rentrer avec moi dans cette société parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont… Non, moi j'ai besoin d'argent dans cette société pour la faire tourner. Eh bien, chacun va ramener un chouïa. Et quand ce chouïa, ça veut dire quoi? Eh bien, si Ibrahim, il a un terrain, si l'autre, il a de l'argent, si l'autre, il a un fonds de commerce, si l'autre, il a une expérience professionnelle, d'accord, qui va ramener dans cette société, tous ces éléments, d'abord qu'on appelle les apports dans une société, eh bien, ces apports, ils sont réglementés par la loi. Vous ne pouvez pas ramener n'importe quoi. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais créer une SA, une société anonyme. Par exemple, je vais faire une activité de banque et il y a un actionnaire qui va venir me dire, vous savez, moi, j'ai travaillé dans la parfumerie et je suis très professionnel quand il s'agit de sentir les parfums. C'est ce qu'on appelle un apport en industrie. L'industrie, ce n'est pas l'industrie, c'est le fait de ne pas avoir quelque chose de l'argent. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle ça les apports en industrie. Ils ne sont pas palpables. C'est une expérience. On appelle ça un apport en industrie. C'est juste une expérience. Eh bien, ce monsieur qui va me ramener son expérience, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi avec une expérience dans une société anonyme? Une expérience, ça ne m'intéresse pas, l'expérience. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me ramène de l'argent, d'accord? Qui me ramène des choses que je vais intégrer dans le patrimoine de cette société. Et c'est pas fini, la société n'a pas encore de personnalité juridique. Attention, tout ça, c'est pour vous parler, pour vous expliquer que cette personnalité juridique, elle ne s'acquiert pas d'une manière automatique. Pour accomplir quelque chose en commun. Ça veut dire quoi? Madame Fatim Zahra, je n'ai pas compris votre question. Alors, cette société, donc, je suis en train de la constituer, de lui donner la naissance de cette société pour que je puisse aboutir à la personnalité juridique. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Eh bien, si ces personnes ne me ramènent pas ce que je veux ou là, ce que nous voulons dans les statuts, ben, je ne peux pas créer cette société et du coup, elle n'aura pas la personnalité juridique. Donc, il faut absolument que cette société, il faut absolument qu'elle ait d'abord un certain nombre de conditions juridiques. Parmi les conditions, d'abord, c'est le statut. Dans les statuts, on précise un certain nombre de conditions, à savoir l'objet, la nature de l'activité, qui sont ces personnes qui vont accomplir ces statuts. Il faut qu'ils soient, là je vous renvoie au cours sur les sujets de droit, la capacité d'exercice, la capacité de jouissance. Il faut qu'ils soient accomplis, adultes, majeurs, d'accord, pour qu'ils puissent signer.
d'accord? Il faut qu'il y ait un consentement, évidemment. Il faut qu'il y ait quand même de l'argent. De l'argent, ça veut dire que monsieur X va ramener un terrain, l'autre, il va peut-être me ramener un fonds de commerce, l'autre, il va me ramener peut-être un apport, ce qu'on appelle l'apport en industrie. J'attire votre attention que l'apport en industrie, si vous vous rencontrez ou là vous entendez qu'est-ce que c'est qu'un apport en industrie, ce n'est pas par rapport à l'industrie lourde ou légère. L'apport en industrie, c'est tout ce qui est expérience, tout ce qui est compétence comme valeur ajoutée qu'on peut ramener dans une société. Eh bien, cette valeur ajoutée, cette expérience, le législateur estime qu'elle ne peut pas être admise dans toutes les formes de société que vous aurez l'occasion d'étudier. Elle n'est admise que, et encore tolérée, que dans les sociétés à responsabilité limitée. D'accord? Mais concernant par exemple les sociétés anonymes, elle est interdite dans les sociétés anonymes. Je n'ai pas besoin d'une expérience dans une société anonyme. J'aurai besoin du capital, c'est ce qu'on appelle un apport en numéraire, flux. J'aurai besoin d'un apport en nature, ça veut dire que vous me ramenez un bien immobilier, mobilier, tout ce qu'il y ait, un terrain, quelque chose, des machines, ce qui m'intéresse. Donc, toute cette partie, ce que nous appelons les apports dans les sociétés, ils sont réglementés par la loi. D'accord? Une fois que ces apports sont là, une fois que les statuts sont là, eh bien, on va procéder par l'immatriculation. Elle vient en dernier ressort, d'accord? Pour justement donner naissance, parce qu'il y a toute une procédure avant, parce qu'il faut regarder un peu si le nom de la société que vous avez, pour lequel vous avez opté, n'a pas été pris ailleurs. C'est ce qu'on appelle une protection de la propriété, d'accord, industrielle. Si vous optez pour Sidi Harazim dans une société alors qu'il y a déjà du Sidi Harazim, vous n'avez pas le droit parce que l'autre personne, elle va vous poursuivre pour concurrence déloyale. Donc, il y a toute une procédure que le législateur a mis en place, d'accord, en passant par l'OMPIC, en passant par un centre d'immatriculation, par le registre du commerce. Et une fois que vous aurez votre registre du commerce, votre immatriculation au registre du commerce, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la naissance de la personnalité juridique. Donc, il y a toute une procédure qui doit se faire obligatoirement pour atterrir, c'est ce qu'on appelle, pour qu'il y ait cette reconnaissance de cette personnalité morale. Eh bien, tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais qu'il y a certaines sociétés qui ne veulent pas être, qui ne veulent pas avoir cette personnalité juridique. Oui, ils peuvent avoir toute cette procédure, ce que je viens de vous dire, elle est obligatoire, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de l'immatriculation au registre du commerce. Ils préfèrent rester anonymes. Eh bien, ces sociétés n'auront pas la personnalité morale. Et donc, demain après-demain, quand il va y avoir un problème dans cette société n'est pas reconnue de droit, elle n'est que de fait. Donc, on va beaucoup plus s'orienter vers beaucoup plus les personnes qui travaillent dans cette société sur leur patrimoine personnel plutôt que sur le patrimoine de la société en tant que personne morale. Est-ce que vous m'avez compris? Eh bien, cette personne morale, cette société, maintenant qu'elle aura cette personnalité morale, il est tout à fait normal que… alors, il faut imaginer la société comme une personne physique. Donc, elle va avoir une tête, des bras et des jambes. Évidemment, la tête, ça va être le patrimoine de cette société. C'est ce qu'on appelle le patrimoine de la société. Eh bien, ce patrimoine de la société, il constitue ce qu'on appelle un gage de qui? Non pas de ceux qui ont ramené, mais des créanciers. Ça veut dire que la société, une fois formée, eh bien, elle va demander par exemple un crédit à la banque. Ben, la banque, elle ne va pas regarder le patrimoine de Brahim et de Ali, elle va regarder le patrimoine de cette société, puisque la banque, elle va prêter à la société en tant que personne morale et non pas aux gens qui sont dans cette société, aux actionnaires de la société. D'accord? Donc, ce patrimoine de cette société, les associés n'ont pas le droit d'y toucher parce qu'il ne leur appartient pas. Et si jamais il y en a un qui va toucher à cette société, c'est ce qu'on appelle les abus, les détournements, les excès. Donc, il sera responsable pénalement, civilement, si jamais il touche à ce patrimoine qui n'est rien d'autre que le gage. C'est une garantie, d'accord? C'est une caution, si vous voulez, entre les mains de la société et les associés. Ils sont obligés pour emprunter
au nom de la société, de se référer à ce capital de la société. Vous avez bien vu que dans toutes les factures, que ce soit dans les sociétés anonymes ou dans les autres sociétés, vous êtes obligé de préciser le capital de la société. Eh bien, ce capital, il est constitué par les apports de cette société. D'accord? Eh bien, la société, ce patrimoine de la société, il est autonome. Ça veut dire qu'il n'appartient plus, c'est fini, à l'immatriculation de la société, et en ayant recouvré la personnalité morale, eh bien, la société, elle va naître, elle va se mettre debout et elle aura son patrimoine personnel, autonome, d'accord, qui va constituer le patrimoine de la société. D'accord? Eh bien, dans cette société, elle aura donc un nom, la société X, comme des personnes physiques. Elle va avoir un siège, c'est ce qu'on appelle le domicile pour les personnes physiques. Le domicile, ça veut dire le siège social de la société, qui est très important, ce siège, parce que ce siège social, c'est sa raison d'être, et c'est dans ce siège social que la société peut être convoquée, elle peut être appelée, elle peut recevoir des impôts, de ce siège social, la société, les tribunaux seront compétents en fonction de ce siège social, les impôts seront imposables dans ce siège social, donc c'est tout comme le domicile pour les personnes physiques. La société, donc, elle aura un nom, et la société également, évidemment, elle a aussi une nationalité, parce que c'est le siège qui va déterminer sa nationalité, encore une fois, puisque la société, si elle est située au Maroc, le siège social, il est au Maroc, eh ben, elle va relever du droit marocain, et donc c'est une société marocaine, d'accord? Bien, quand bien même elle va créer des filiales un peu partout dans le monde, on va toujours revenir au siège social. Où est-ce que vous avez votre siège social? Ben, mon siège social est au Maroc, eh bien, la société relèvera du droit public marocain. D'accord? Eh bien, là aussi, il y avait une petite controverse qui a été faite par un certain nombre de juristes qui ont vu que dans les capitaux, dans une société, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Imaginez que les capitaux, ils sont majoritairement français. Et la question que l'on s'était posée, est-ce que cette société, elle relève du droit français ou du droit marocain? Ben, si je vois que la majorité des capitaux, elle est française, ben, je pourrais dire que la société, elle est française, mais en fait, non, puisque la société, elle est située sur le sol marocain, elle relèvera du droit marocain. Et généralement, l'État n'aime pas trop quand il y a une société avec une majorité des capitaux français, parce qu'à chaque fois, on fait rentrer un peu de capital privé. Donc, la société, elle a donc un patrimoine, la société, elle a un nom, la société, c'est ce qu'on appelle le nom commercial. Ce nom commercial, il fait l'objet d'une protection juridique. Ce nom commercial doit être protégé dans ce que nous appelons l'OMPIC, ça veut dire l'Office pour la protection intellectuels et industriels. Ça veut dire que c'est un organisme qui est là pour vérifier, pour veiller. Est-ce que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les noms, tout ça font partie d'une protection, ce qu'on appelle la protection de la propriété. Eh bien, ce nom, contrairement aux personnes physiques, eh bien, ce nom, il est cessible. On peut le vendre, on peut le donner en franchise, on peut le louer. Vous voyez? Donc, voilà la différence qu'il y a entre les personnes physiques et les personnes, oui, c'est ce que j'ai dit, on peut le céder, il est cessible. Cessible, c'est céder, c'est la cession. On peut le donner, on peut le louer, on peut le mettre en veilleuse aussi, on peut le fermer momentanément, et donc on ne peut pas travailler, donc on enlève tout, on enlève l'enseigne, c'est ce qu'on appelle l'enseigne, d'accord? Eh bien, cette partie, elle est protégée juridiquement. La nationalité, elle est tributaire justement du domicile, comment on appelle ça, du sol. Et regardez encore une fois, dans cette nationalité, il y a quand même une certaine différence avec les personnes physiques, puisque chez nous, dans les personnes physiques, on peut acquérir la nationalité soit par le sang, soit par le sol. Eh bien, dans les personnes physiques, dans les personnes morales, il n'y a pas de sang, il n'y a que le sol. Ça veut dire le jus, en latin, le jus soli, et non pas le jus sanguini. Chez la personne physique, la personne morale, contrairement à la personne physique où la nationalité peut s'acquérir par le sang ou par le sol ou par le mariage, eh bien dans les sociétés, il n'y a pas cette particularité puisque la nationalité de l'entreprise, elle est tributaire du domicile, ça veut dire de son siège, du territoire dans lequel elle est
implanté. Donc, beaucoup plus le sol que le sang, mais il n'y a pas de sang finalement. La personnalité morale d'une société, elle est également engagée sur le plan civil, sur le plan pénal aussi, parce que une société peut être engagée à répondre des infractions qu'elle peut commettre. Une société qui n'a pas une autorisation, une société qui n'a pas respecté un certain nombre de réglementations, elle peut se voir lui être retirée une autorisation, par exemple, de débit de boisson. On peut fermer une société parce qu'elle ne respecte pas, par exemple, l'état sanitaire. Donc, voyez bien qu'il y a quand même des sanctions qui pèsent sur la société au même titre qu'une personne physique. La société, tout dépend de la forme juridique de la société. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez l'occasion de voir ça un peu plus en détail plus tard dans le cadre de vos études. Vous avez, mais je peux toujours vous dire que dans certaines formes de société, on poursuit proportionnellement, si vous voulez, les actionnaires en fonction de ce qu'ils ont ramené. Si moi j'ai ramené par exemple cette bouteille dans la société qui fait 10 dirhams, eh bien je vais être poursuivi à hauteur de 10 dirhams. Si l'autre il va ramener un terrain à 20 dirhams, ben, il sera proportionnellement responsable à hauteur de 20 dirhams s'il y a des dommages-intérêts ou s'il y a des choses à régler. Ça, c'est une forme de société où la responsabilité, elle est limitée, d'accord, aux apports. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la responsabilité des sociétés telles que les SAR, les sociétés à responsabilité limitée. Il y a d'autres formes de sociétés également, c'est ce qu'on appelle les sociétés en nom collectif. Elles aussi, ils ont cette particularité de limiter la responsabilité à l'apport. Et puis, vous avez un certain nombre des formes de société où la responsabilité, elle est illimitée. Par exemple, les sociétés non, les SA, ils n'ont pas une responsabilité illimitée. Non, les sociétés anonymes n'ont pas une responsabilité illimitée. Non, ils sont limités aux apports. Ce sont les sociétés de personnes, là où il y a une responsabilité illimitée. Les sociétés de capitaux, ce sont des sociétés qui sont ouvertes. On ne peut pas limiter leurs responsabilités proportionnellement à leurs apports. En revanche, à chaque fois que vous avez une société de personnes, d'accord, eh bien, ce sont des sociétés, par exemple, où la responsabilité chez eux, elle est illimitée. Parce que à chaque fois que vous voulez créer une société de personnes, eh bien, ces personnes, évidemment, vous n'avez pas encore fait le droit commercial, il faut qu'ils soient des commerçants. La casquette des commerçants et la commercialité implique la solidarité entre les personnes. Donc, ils ont une responsabilité illimitée et solidaire entre eux. C'est un autre point. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, la société, donc, elle a un patrimoine, elle a une personnalité morale qui fait qu'elle peut avoir, elle a des droits et des obligations, elle peut aller devant le tribunal, elle peut ester, on appelle ça ester en justice, E-S-T-E-R, elle est en justice au même titre qu'une personne physique. Ça veut dire que je peux intenter une action contre la société ou la société peut intenter une action contre moi. C'est pour ça que la société, elle peut être débitrice ou elle peut être créancière. D'accord? Donc, parce qu'elle se comporte comme une personne physique. D'accord? Et encore une fois, qu'elle a acquis la personnalité juridique. Ça veut dire que la clé de la personne morale, de la société, c'est cette personnalité juridique. Si elle n'a pas cette personnalité juridique, eh ben, elle n'existe pas. Non pas qu'elle n'existe pas sur le plan juridique, encore une fois, mais elle existe, mais elle est occulte. Ça veut dire qu'elle n'est pas connue des tiers. Ça veut dire que personne ne sait. Généralement, dans ce type de société où elles sont occultes, ça veut dire c'est quand il s'agit par exemple dans les affaires de famille ou dans les affaires où il y a par exemple une distribution de l'héritage, il y a toujours quelqu'un qui va se réveiller pour vous dire moi je vais m'occuper de l'héritage de mon père et donc c'est comme s'ils se mettent d'accord tous, regardez c'est une association déjà, ils se mettent tous d'accord pour créer par exemple quelque chose pour le partage. La société quand elle a une personnalité juridique, il y a ce qu'on appelle le partage des pertes et des profits.
Si je m'associe avec vous, c'est comme dans le mariage, c'est pour le bien et pour le pire. Donc, si je ne dois partager avec vous que ce qu'elle ramène comme bénéfice ou comme dividende et que je relègue au second plan les pertes, je ne suis plus dans une société parce que l'une des caractéristiques de la société telle que c'est défini par le législateur est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, parce qu'on peut aujourd'hui créer une société avec une seule personne, hein, mais généralement dans le daïr des obligations et contrats, le législateur à l'époque n'avait pas pensé que le droit des sociétés allait évoluer vers la création d'une société par une seule personne. Eh bien, la SARLO, on appelle ça la SARLO, la société à responsabilité limitée à associés uniques. C'est une exception, mais généralement, en principe, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes créent, d'accord, une société en vue de rapporter des choses et en vue de partager les pertes et les bénéfices. Donc, si je dois résumer cette définition, eh bien, il y a aussi le partage des biens et des bénéfices, les biens et les pertes. Eh bien, si je ne dois partager avec vous que les bénéfices et pas les pertes, là, ça va poser un problème, puisque c'est ce qu'on appelle des parts, des conditions qui sont léonines, interdites, ils sont réputés non écrites dans les statuts. Même si vous les mettez, le législateur, le juge n'en tiendra pas compte. Parce que si vous êtes ensemble, c'est pour partager aussi bien les pertes que les bénéfices. Donc, c'est ce partage de pertes et de bénéfices, regardez, c'est des choses qui n'existent pas dans les personnes physiques, eh bien, ce partage, ce contrat, ce patrimoine, ces apports, tout ça constitue ce qu'on appelle une société. La société, enfin, elle a des organes de gestion. Les organes de gestion, ça veut dire il faut bien qu'elle travaille. Tout à l'heure, je vous ai dit, imaginez la société comme une personne avec une tête, des bras et des pieds. Eh bien, les bras, la société, c'est pas une personne physique, d'accord? Il faut qu'elle ait également une capacité d'exercice. Et donc, la société n'a pas de capacité de jouissance, tout simplement. Une différence encore qui est fondamentale et qui n'existe pas dans les personnes physiques. La personne morale, elle n'a pas une capacité de jouissance, puisque, encore une fois, elle ne naît pas avec, parce qu'elle est artificiellement créée par le législateur, mais elle a quand même une capacité d'exercice. Eh bien, cette capacité d'exercice, il faut bien que la société travaille, il faut bien qu'il y ait des organes de gestion, il faut bien qu'il y ait des organes d'administration, il faut bien que moi, actionnaire ou associé, il faut bien que je surveille ce que j'ai ramené dans cette société. Eh bien, la société, elle fonctionne, d'accord, comme un État, avec un parlement, si vous voulez, où on travaille, hein, on travaille. Ça veut dire qu'on va arrêter l'ordre du jour, c'est ce qu'on appelle les assemblées générales ordinaires, ok, où on débat de tout et de rien. Et puis, à chaque fois qu'il faut peut-être augmenter le capital, diminuer le capital, peut-être qu'il faut des réserves, un certain nombre de techniques, on se réunit exceptionnellement, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'Assemblée générale exceptionnelle, d'accord? Pour débattre des sujets qui touchent, si vous voulez, le fonctionnement du statut de la société. Donc, ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui, c'est que la société, d'accord, est une personne morale qui a une personnalité juridique. Cette personnalité juridique, elle est créée par le législateur sous condition d'un certain nombre d'obligations juridiques qui sont prévues par la loi, d'accord? Ce sont des conditions qui sont obligatoires, d'accord? Cumulatives et non pas alternatives, ok? Une fois la société créée par l'enregistrement à l'immatriculation, là, elle se met debout. Quand elle se met debout, là, je peux dire que la société a une personnalité juridique. Eh bien, à partir de là, elle va engager sa responsabilité pénale, civile, tout simplement, et même fiscale. Attention, d'accord? Cette responsabilité fiscale, pénale, juridique, elle peut y répondre sur le plan juridique. Attention, la société peut subir des sanctions. Elle peut avoir des sanctions, telles que les retraits des autorisations, les fermetures, les amendes. Tout ça, ce sont des sanctions qui sont pécuniaires et qui pèsent sur la société en tant que personne morale, sans toucher au patrimoine de ceux qui la composent. C'est très important. Mais dans certaines formes de société, encore une fois, notamment les sociétés de personnes, on peut toucher au patrimoine de ces gens-là, puisque ces gens-là qui vont la constituer, ce sont des commerçants, et donc il va y avoir une solidarité et une illimitation de la responsabilité entre eux.
La société, elle a également donc des organes de gestion, des organes d'administration et aussi des contrôles. Attention, c'est un contrat au départ. Donc le législateur, s'il a fait un contrat, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous rédigez une société, le statut d'une société, vous êtes en train de réfléchir sur le plan, allez, je vais le dire, sur le plan égoïste. Vous allez, vous, à votre niveau, avec votre associé ou là, votre actionnaire, vous allez verrouiller les intérêts égoïstes, parce que vous avez peur de perdre de l'argent et tout cela. Tout ça, c'est bien. Mais une fois que la société, elle est créée, votre intérêt égoïste, il est dilué, il est pratiquement effacé devant l'intérêt général de la société par la personnalité morale. Et par conséquent, le législateur, maintenant, il ne va pas voir votre intérêt égoïste, mais il va voir votre intérêt, l'intérêt général de la société. Il y a des gens qui investissent dans certaines formes de société, qui achètent des actions, qui prennent des parts sociales dans d'autres formes de société, mais ils ne sont pas dans le four, ils ne savent pas comment ça se passe. Après, on va leur dire, cette année, la société n'a pas fait de bénéfices. Mais moi, j'ai besoin quand même de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, cette société. Donc, il y a ce qu'on appelle les assemblées générales, il y a ce qu'on appelle les assemblées générales extraordinaires et ordinaires, et il y a également ce qu'on appelle les contrôles. Attention, il y a un contrôle qui doit se faire. Eh bien, ces contrôles, le contrôle, il peut être avant que les apports arrivent et après que les apports arrivent. Si je vous ramène un terrain qui fait, par exemple, 100 000 dirhams, et je vous dis que mon terrain, il vaut 100 000 dirhams dans cette société parce que peut-être que vous allez l'utiliser. Et moi, donc, en tant qu'actionnaire ou là, en tant qu'associé, je compte un terrain de 100 000 dirhams. Bien. Eh bien, je vais toucher les actions et mes parts sociales en fonction de cette valeur. On est bien d'accord. Et même la banque, demain après-demain, quand elle va vouloir me prêter de l'argent, elle va essayer de voir un peu que vaut ce terrain pour qu'elle puisse proportionnellement me donner de l'argent. Si je ramène un terrain de 1 million de dirhams, il est tout à fait normal qu'elle va l'hypothéquer et elle va se dire ils ont des garanties solides. Maintenant, si je ramène un terrain à 100 000, mais en fait, en réalité, il ne fait pas 100 000, il ne fait que 5 000 dirhams, 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, et j'ai gonflé la valeur de ce terrain pour faire croire à mes créanciers qui sont des banques, par exemple, les banquiers, ou même des clients qui veulent me prêter de l'argent, que je suis assez, que ma société, elle se porte bien et que je suis assez riche. Ça, c'est ce qu'on appelle les infractions pénales en droit de société. Vous n'avez pas le droit de gonfler des valeurs, mais ce n'est pas vous qui allez, si vous voulez, évaluer ces apports. Il y a ce qu'on appelle un monsieur commissaire aux apports qui existe, qui est un expert comptable, d'accord, par la loi, qui est nommé et qui doit être là, un commissaire aux apports qui doit, comme son nom l'indique, évaluer ces apports et les inscrire. Si l'apport, il fait 100, il faut qu'il inscrive 100. Si l'apport, il fait 10, il faut qu'il inscrive 10. Si jamais il fait ce qu'on appelle une surévaluation de ses apports, ce qu'on appelle en droit anglais le watering, ça veut dire le mouillage, eh bien, si jamais il fait ça, eh ben, il est mal parce qu'il va courir des sanctions pénales. Il y a ce qu'on appelle la complicité en plus. Ça veut dire qu'il va induire les personnes dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut absolument que ce monsieur commissaire aux apports soit toujours à côté de ces apports pour les évaluer. Je ne vais pas rentrer avec vous encore dans le détail de ces apports parce que c'est très compliqué, ça va nous éloigner de notre sujet. À votre niveau, il faut juste que vous compreniez, si vous voulez, le schéma en général. Eh bien, comme il y a ce commissaire aux apports, il y a ce qu'on appelle le commissaire aux comptes, que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien, c'est un expert encore qui va vérifier, encore une fois, les comptes, les bilans, pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de gestion, est-ce qu'il n'y a pas eu un abus des biens, est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement d'argent, est-ce qu'il n'y a pas eu un certain nombre d'infractions, d'accord, qui ont été commises à l'intérieur de cette société. Eh bien, tout comme il y a un commissaire aux apports, un commissaire aux comptes, il y a ce qu'on appelle également un liquidateur. Le liquidateur, quand la société se porte mal, eh bien, ce monsieur liquidateur, il va venir, c'est le médecin, d'accord, qui va venir et qui va vérifier si l'état de santé, la situation financière de cette société se porte bien ou pas.
c'est une autre, ce sont des procédures hein, qui sont assez connues en droit de société, d'accord? Et au fur et à mesure, on déclenche ces procédures. Mais ce que vous allez garder, ce que vous devez garder en tête, c'est que la société la société, le régime juridique de la personnalité morale, son octroi, il est par le législateur, elle a des attributions, la société, elle peut elle doit avoir un siège social, elle a aussi un État, c'est la nationalité, et enfin, la société, elle peut disparaître au même titre que la personne morale, physique. Donc, sa disparition également, elle peut mourir. Mais nous, les personnes physiques, nous mourrons par un fait juridique et non pas, alors que les sociétés, elles meurent par des actes juridiques. Voilà la différence qui est aussi fondamentale. D'accord? Madame Jawhara Nadim, vous avez parlé de actes. Est-ce que c'est clair? Donc, nous aurons l'occasion de voir la semaine prochaine le décès, si vous voulez, ou la disparition de la personnalité morale. À quel moment une société peut mourir, tout simplement, d'accord? Et pourquoi elle meurt et quelles sont les conséquences de cette mort de cette société. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai fait un cours sur le droit de société en un temps record. J'espère que vous avez compris, sans rentrer un peu plus dans le détail, malheureusement, puisqu'on ne peut pas. Vous aurez, j'espère pour vous que vous aurez l'occasion de voir cette matière qui est très très belle, hein, parce qu'il y a le droit de société, il y a aussi le droit pénal des sociétés. Ça veut dire que le législateur, quand il a créé ce droit de société, enfin, quand il y a eu la création de cette matière, on a tout de suite pensé à ce qu'il y a des infractions qui se greffent au moment de la naissance, au moment du fonctionnement et au moment de la disparition de cette société. Par exemple, la naissance, je peux trafiquer la souscription, je peux trafiquer le nombre, un certain nombre de choses qui arrivent dans la naissance, il y a un certain nombre de choses qui arrivent dans le fonctionnement et un certain nombre d'infractions qui arrivent dans la liquidation et le redressement de la société. Donc, toute cette étape, certains auteurs ont parlé de la constellation des infractions pénales qui gravitent autour de cette société. Eh bien, cette matière, elle s'appelle le droit pénal des sociétés. Cela ne rentre pas dans votre cursus universitaire, d'accord? Et donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non, merci. OK. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est faites des fiches entre les personnes morales et les personnes physiques et faites des regroupements à quel moment les sociétés morales et physiques se rejoignent et à quel moment ils sont vraiment divergents. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir comprendre. Je vous demande, je ne cesserai pas de répéter que vous devriez, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie, malheureusement, les qualités du cours, c'est anonyme, comment elle n'a pas de nom et registre. J'ai pas compris votre question, monsieur. Là, c'est parti, j'ai pas compris. Société anonyme, j'ai pas compris votre question. Alors, j'étais en train de vous demander de travailler sérieusement cette matière de première année, s'il vous plaît, parce qu'elle est très, très fondamentale et elle est capitale pour tout ce qui viendra par la suite. Regardez, on est déjà dans le droit de société, dans le droit pénal des sociétés, dans le droit créel. Tout ça, vous allez le voir plus tard en plus détaillé. D'accord? Mais c'est juste que quand vous allez plus tard entendre, par exemple, la personne morale ou le patrimoine ou un apport, vous savez qu'est-ce que c'est déjà parce que vous l'avez déjà étudié en première année. Oui, monsieur, il y a quelqu'un qui voudrait me demander. Yassine. Bonjour Yassine, madame. Oui, bonjour madame. bonjour. Madame, excusez-moi Bonjour. madame, excusez-moi en ce qui concerne cette deuxième partie, le droit subjectif. Oui. Est-ce qu'il y a un support de cours pour la deuxième partie? Non, il n'y a pas de support de cours parce que mes cours ils sont enregistrés directement avec vous. Il n'y a pas de support de cours parce que j'enregistre mes séances avec vous direct. D'accord madame, merci beaucoup. Voilà, de rien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il me reste avec vous peut-être un cours ou deux et je vous lâche dans la nature pour travailler parce que les examens, généralement, ils vont se faire probablement fin janvier, début février. Enfin, il faut compter au mois de février.
Donc, il faut que vous soyez quand même prêts et prêtes pour les examens. Ne me posez pas des questions comment les examens vont se dérouler. Je suis incapable de vous répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame, c'est clair. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite bon courage. C'est nous. Oui, madame, c'est clair. Merci. Merci, Au revoir. madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir.